Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 1er octobre 2025. Au sommet de ce 19h, réuni en Conseil des ministres ce mercredi 1er octobre 2025, le gouvernement a nommé l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, président de la Fondation Semen City. Plusieurs autres décisions ont meublé cette session hebdomadaire des membres du gouvernement. Le point dans ce 19h. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE a porté son choix sur Paul Roupé pour la présidentielle de 2026. Ancien ministre et ex-maire de Bopa, il devient ainsi le premier challenger du duo de la mouvance, Roméad Wadayi et Mariam Chabi-Talata. La RAC a ouvert sa deuxième session ordinaire où son président Edouard Kokou-Loko a réaffirmé la volonté de l'institution d'encadrer efficacement les médias en période électorale. Il a aussi annoncé une nouvelle forme d'aide de l'État à la presse axée sur la formation et le soutien aux structures professionnelles. Les détails à suivre dans ce 19h. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Rebonsoir chers amis internautes. Le gouvernement s'est réuni ce mercredi 1er octobre 2025 sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la contractualisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Des nominations à la présidence de la République ont également été prononcées. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi, en donne les détails. Au titre des communications, contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Les ouvrages à construire sont destinés à impacter 4 arrondissements que sont Seto, Zungbomé, Isaba et Odometa, initialement pris en compte dans un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d'avoir accès à l'eau potable, le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de la réalisation de ces infrastructures. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, ce 1er octobre 2025, de la 14e édition de la Journée internationale de la fille, le 15 octobre 2025, l'organisation au Bénin de la 16e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, les 8 et 9 octobre 2025, de la 6e édition du sommet Climate Change Africa 2025, les 27 et 28 octobre 2025, du 3e congrès de la Société béninoise de médecine interne du 29 au 31 octobre 2025, d'une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre, les 17 et 18 novembre 2025, puis la participation du Bénin à la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie. Au chapitre des mesures individuelles,
Les nominations suivantes ont été prononcées à la présidence de la République. Président de la Fondation Semecity, M. Lionel Zinsou. Directeur exécutif de la Fondation Semecity, M. Fructueux S. Aho. Le candidat de la force Cori pour un Bénin émergent pour la présidentielle d'avril 2026 est désormais connu. Il s'agit de Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti et ancien ministre du gouvernement Boni Yayi. Sa désignation a eu lieu ce 1er octobre à l'issue d'une réunion des Cori. Son colistier sera connu dans les prochains jours. Rompé devient ainsi le principal adversaire de Romea de Wadaï, déjà investi par la mouvance présidentielle avec pour colistière la vice-présidente Mariam Chabit Alata. L'investiture du duo FCBE est prévue pour le 11 octobre, tandis que les dépôts de candidature se feront entre le 10 et le 14 octobre avant le premier tour fixé au 12 avril 2026. Il y a quelques jours, le parti d'opposition Les Démocrates a procédé à un appel à candidature pour le choix de son duo à la présidentielle de 2026. Dans l'invité matinal de ce 1er octobre 2025, Landry Angelo Adelacon, juriste consultant, analyste politique, se prononce sur les critères de sélection de la candidature des LD. Il s'exprime au micro de Abdelkader Achirou. Aujourd'hui, nous avons des critères qui sont des critères bien corsés. Bien corsés. On a parlé de 25 millions et autres, et qu'on va ristourner 20 millions et puis garder 5 millions, ce n'est pas un débat. Je pense que on peut ne pas faire de débat là-dessus. Pourquoi? Parce que l'État, lorsque vous candidatez pour aller au concours et que vous payez la quittance, et que quand votre dossier est rejeté ou bien que vous échouez, l'État vous retourne les 10 000 francs de trucs là que vous payez pour les frais de dossier. L'État lui-même. Non, restons l'État lui-même. Oui. Et c'est ça. Et c'est ça. Oui. Et c'est ça. Oui. Vous voyez les logiques de cohérence. Oui. Parce que l'État lui-même, c'est comme ça. Il prend votre argent, vous échouez au concours, ou bien vous n'allez plus composer, ou bien votre dossier est rejeté, c'est votre affaire. Et donc, si je prends cet esprit-là, je me rends compte que les LD sont en train de copier ce que l'État lui-même est en train de faire. Est-ce que 25 millions, c'est pas trop? Pour quelqu'un qui va aller aux élections présidentielles? Ah donc nous là au Bénin, nous sommes environ 14 millions de Béninois. Vous pensez qu'un Guigui peut se lever du jour au lendemain et dire que lui il va aller aux élections présidentielles comme ça? 25 millions, si 25 millions était trop, je pense que ce n'est pas aux gens de la majorité présidentielle de le dire. Rappelez l'histoire de ce pays. Nous étions là quand les gens ont introduit la réforme du code électoral en 2018. J'étais au séminaire parlementaire de la réforme du premier code électoral. Vous savez combien les gens ont mis comme caution pour aller aux élections? Vous avez oublié les histoires de 249 millions pour les législatives, 250 millions pour les présidentielles, 250 millions qui fait 10% des frais autorisés pour les campagnes. Et donc, si on doit parler de sommes exorbitantes aujourd'hui, ce n'est pas la majorité présidentielle de le dire. C'est pour cela que je dis, j'insiste sur le fait qu'il faut rappeler l'histoire du contexte. On parle imputer ces propos-là. Non, c'est très important. Donc, si on ne le fait pas, on va galvauder le sens des choses. Il faut rappeler aux gens que nous ne sommes pas nés hier, même si nous sommes relativement jeunes. Tout à fait. Vous voyez un peu, c'est très important. Toujours dans l'invité matinal de ce 1er octobre 2025, Georges Anagonou, socio-anthropologue, acteur politique, se prononce sur le même sujet. On le suit toujours au micro de Abdelkader Achirou. La démocratie transitaire, du moins, depuis que j'étais à l'université ou en terminant par là, comme elle apprenait, je n'avais pas accepté, d'accord, depuis les anciens penseurs. Parce que je m'étais dit, alors là, c'est ceux qui ont les moyens. Et comment ils ont même fait pour avoir les moyens, je ne sais pas. C'est eux qui pourront diriger la nation. Ce n'est pas du tout ça. Et toi, tu disais tout à l'heure, c'est candidature à la candidature, d'accord? Et à ce niveau déjà, on met ce barrage-là pour dire, si vous n'avez pas de l'argent, si vous ne pouvez pas avoir 25 millions, vous avez les meilleures idées pour diriger ce pays, vous avez la meilleure expérience, mais c'est que vous ne serez pas candidat. C'est priver la nation des gens qui sont en mesure de pouvoir lui apporter le meilleur. Parce que si vous faites ça, c'est ce que j'ai remarqué dans ce pays-là. À un moment donné, des riches sont entrés au Parlement. Vous connaissez le résultat, Angelo. Des riches sont entrés au Parlement. Ceux qui peuvent avoir de l'argent, c'est eux qui étaient au Parlement. Vous les connaissez. Comment ils sont devenus riches et comment ils sont parlementaires. Moi, je pense qu'il faut combattre ça. La chose qu'il faut privilégier dans la vie, pour qu'on puisse, c'est les idées. Parce que les idées, ça vous vient de vous-même. Les idées de pouvoir diriger les autres. Et donc, c'est pour ça que, moi, je n'ai pas compris qu'on puisse de Gaulle dire, ceux qui veulent que... Non, mais attendez. Je m'étais dit qu'un parti politique, lorsqu'on est sérieux, et vous pouvez donner le palme au pouvoir au parti de la majorité pour ça. Ils ont vu en leur sein. Ils connaissaient ceux qui pouvaient avoir la possibilité de diriger le pays. Et vous dites,
pas Lionel Zissou. Lionel Zissou n'est pas Romia Wadaï. Romia Wadaï est venu avec les premières aides du président Talon. Et donc, il a appris le boulot pendant 10 ans. C'est celui dont on parle. Les Béninois ont le temps de le connaître. On lui reproche ce qu'on peut lui reprocher. On l'admire pour ce qu'on peut lui admirer. Donc, on ne compare pas ça. Moi, je n'ai pas envie de faire cette comparaison parce que moi aussi, peut-être faiblesse d'esprit, dans le temps, j'avais parlé d'un blanc qu'on voulait nous imposer. Avoir la démarche qu'on a eue pour Lionel Zissou. Par contre, on peut dire, vous et moi, dire aujourd'hui, même s'il parle rarement, mais il a pris des décisions, il a pris des directives en matière de gestion de notre pays, en matière de la fiscalité, en matière de la mobilisation des ressources qui, ces qualités font qu'on peut dire aujourd'hui, on connaît Romain Wadaï. La Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome ont tenu une séance de travail conjointe dans le cadre du suivi du chronogramme électoral. Présidée par les professeurs Dorothée Sosa et Saka Lafia, cette rencontre a réaffirmé la nécessité d'un dialogue permanent pour garantir la transparence et la régularité des scrutins de 2026. Les deux institutions entendent collaborer étroitement afin de relever les défis juridiques et techniques avec pour objectif des élections crédibles et apaisées. La lutte contre la malnutrition est au cœur des priorités gouvernementales. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre en charge du plan et du développement, le ministre d'État Abdoulaye Biochane, à l'occasion du lancement du projet Fast Food Africa tenu à Cotonou. On le suit au micro de Romari Kokbenou et Diane Kouagou. Je veux lancer un appel à tous les autres gouvernements africains, aux investisseurs privés, aux chercheurs, aux communautés et aux partenaires techniques financiers. Nous avons besoin de nous tenir tous la main pour arriver aux résultats que nous recherchons. Nous avons la responsabilité historique de joindre ensemble nos forces. Et bien sûr, si nous le faisons, nous pourrons nourrir l'Afrique avec des solutions africaines. C'est ce qui a été exposé tout à l'heure par la directrice. J'ai été heureux de trouver dans les thèmes qu'elle a employés beaucoup d'idées que nous avons développées et que nous continuons de développer. Je veux remercier donc pour finir toutes celles et ceux qui portent ce combat avec courage et abnégation. Les institutions bien sûr, les entreprises, les équipes et les innovateurs. Je ne veux pas oublier les artisans et surtout les chercheurs dans toutes nos universités qui travaillent sur ces problématiques. L'avenir est en nos mains et je vous l'affirme avec donc conviction. Nous ne reculerons pas, nous avancerons avec détermination jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'aucun enfant en Afrique ne souffre de la faim ni de la malnutrition. Le président de la HAC, Edouard Kokouloko, a réaffirmé l'engagement de l'institution à encadrer efficacement les médias dans la perspective de la présidentielle de 2026. Il a appelé les professionnels à respecter les règles en vigueur et annoncé que l'aide de l'État à la presse sera réorientée vers la formation, la maison des médias et le soutien aux associations professionnelles. La Fondation Konrad Adenauer Stiftung, à travers le programme régional Dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, organise depuis le 28 septembre un colloque international de sécurité et de coopération pour la paix sur le thème « Les défis sécurité dans l'espace CEDEAO ». Plusieurs communications et activités sont organisées à cet effet. Le point dans ce reportage avec Anaël Dou. Colloque du réseau international de sécurité et de coopération pour la paix, RISC, démarré à Cotonou depuis le 28 septembre 2025. Cette rencontre organisée par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung à travers le programme régional Dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, CIPODI, a pour terme les défis sécuritaires dans l'espace CEDEAO. Nous travaillons d'abord avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi nous travaillons avec les parlementaires de la Commission de défense et sécurité. Alors, à un moment donné, on s'est dit que, outre ces entités avec lesquelles nous collaborons, est-ce qu'il n'est pas question d'ajouter en fait des chercheurs afin de nourrir, d'enrichir le débat pour participer à la construction de l'architecture sécuritaire. C'est donc dans ce cadre, dans ce contexte-là, que nous avons mis en place le RISC. Le RISC est le réseau international de la sécurité et de la coopération pour la paix, qui réunit un ensemble de chercheurs et de think tanks qui vont ensemble réfléchir sur des préoccupations qui sont d'ordre en même temps communes, mais également subjectives, parce qu'elles sont souvent en fonction de chaque État dont ils proviennent. Donc, nous avons décidé cette fois-ci, de cette seconde rencontre, de réfléchir sur les défis sécuritaires auxquels les États africains, ouest-africains font face et comment est-ce qu'ensemble on peut apporter des perspectives de réponse. Cette rencontre vise à mener des réflexions
afin de proposer des approches de solutions face à la complexité croissante des enjeux sécuritaires. La lutte contre le terrorisme, c'est effectivement au nord du Bénin, au nord du Togo. Mais en futur, on doit aussi voir qu'est-ce que le futur pour ça. Et ça va, on va combattre cette menace dans le nord, mais on doit voir aussi la situation au sud du pays parce que ça va affecter aussi la population ici. On va discuter avec les experts qui sont de différents pays et qui ont de différents points de vue de ce problème. Oui, parce que là, le Sénégal, c'est différent du Bénin, certainement, mais il y a certainement des comparabilités. Et j'espère qu'enfin, on va pouvoir donner on peut donner des résultats et des recommandations concrètes pour faire quelque chose au nord du pays, certainement au Bénin, mais aussi au Sénégal. Ce colloque regroupe plusieurs organisations internationales, mais aussi nationales, à l'instar de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité et du Réseau africain pour le maintien de la paix, une organisation de jeunes et de jeunesse qui œuvre véritablement pour la prévention des conflits à travers la mise en œuvre de l'approche recherche-action. Cette initiative va permettre aux participants d'enrichir également leurs différentes méthodes de travail. C'est une excellente initiative qui est de renforcer les liens entre les think tanks basés en Afrique de l'Ouest. Un moyen de renforcer la collaboration et de réfléchir sur des axes stratégiques de recherche. Toutes les réflexions qui seront menées vont nourrir les processus de recherche que nous mettons en œuvre au sein de notre institut et plus globalement au sein des instituts respectifs, des entités de recherche respectifs de chaque participant. Cette rencontre de dialogue scientifique, d'échange d'expériences et de production de connaissances va nourrir les réflexions afin de permettre aux participants d'être de véritables leviers efficaces de préservation de la paix. Le colloque prendra fin le 2 octobre 2025. Le président de la République s'est rendu à Ouidah pour constater l'avancement des grands projets touristiques inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Parmi les sites visités figurent le fort portugais, le musée international de la mémoire et de l'esclavage, la route de l'esclave, la forêt sacrée et le complexe Marina. Patrice Talon a rappelé l'importance du respect des délais et des normes de qualité tout en appelant à une implication des populations afin que les retombées sociales et économiques bénéficient directement à la communauté locale. Dans un autre registre, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein au Bénin. La couleur rose s'annonce plus remarquable, symbole de cet engagement. Entre dépistage et l'autopalpation, quelques citoyens livrent leur avis au micro de Romaï Kogbenou et Maurice Temasoussi. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bon pour nos sœurs et nos mamans. C'est une maladie qui ravage beaucoup. Et ce que moi je demande aux jeunes filles et à nos mamans, c'est d'aller faire la consultation. Et tout ce qui précède, tout ce qu'on va leur dire, ils vont essayer de pratiquer ça. S'il y a des trucs à éviter, ils vont éviter ça pour s'épargner de cette maladie qui n'est pas du tout bon. En même temps, les gars, est-ce que quoi il y a rien en même temps là, bah non. Gégé quand on s'y est où, gégé non s'y est où do, mais de l'étime bon, de l'aide demain, bon, à non envie de soi, et non pas bon à non via. Alors que à non envie et nos zombies, et nos diazons, puis nous aussi l'amener non mais temps là. Les docteurs, les médecins, les sportifs, les gens ont dit que traiter les seins des femmes, c'est ça la solution. Bon, c'est eux qui maîtrisent ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur. Ils disent de traiter les seins. Est-ce que c'est ça la solution? Et si ce n'est pas ce que nous consommons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, c'est ça qui amène tout ça. Moi, je suis contre les trucs des engrais là. C'est ça qui nous tue. Et maintenant, c'est lié à toutes les maladies qui surgissent. Et puis, il y a des maladies qui sont même qu'on ne connaît même pas leur nom. Mais dès les teams, les gars, on a touché tout ça là. On a créé à zone ni. Nous y en a bio yo, y était. Un bio nous mettons là dans les quelqu'un.
anon de non na vile c'est très important. Et non na anon vile le e biogbon boni azonkene o ma do yani yo e ka yin aso etan le na no zena hon e no zeni ganje. Octobre, mois du rosaire, est un temps particulier pour les catholiques. Dans toutes les paroisses, des méditations du chapelet sont organisées pour bénéficier de l'intercession de la Vierge Marie. Le père Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous en dit plus au micro de Nassirine Fatoumbi et Francis Fahami. Le mois du rosaire, c'est un mois dédié à la dévotion mariale. Au cours de l'année, nous avons 2 mois qui sont surtout consacrés à Maman Marie. On a le mois d'octobre et le mois de mai. Le mois d'octobre que nous entamons aujourd'hui est un mois au cours duquel le chrétien est appelé à revivre de façon plus intense la spiritualité mariale, à prier le rosaire, à méditer les mystères de la vie du Christ en union avec Marie. Le 7 octobre, nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Et cette grande célébration est en l'honneur de la Vierge Marie. Elle a été décrétée par le pape Pie V, qui a voulu rendre hommage à Marie, qui a permis aux chrétiens de remporter une grande victoire à Lepanto lors des affrontements de ce temps-là. C'était en 1571. Donc, en reconnaissance à Marie, le pape de ce temps-là, donc le pape Pie V, a voulu qu'on célèbre le 7 octobre de chaque année le rosaire, Notre-Dame du Rosaire. Et puisque cette grande fête a lieu le 7 octobre, avec le temps, elle est devenue une fête, le mois d'octobre entier est devenu un mois consacré à la Vierge Marie, pour célébrer justement les merveilles de Marie dans la vie de ces enfants que nous sommes. Donc tout est parti de la célébration du 7 octobre qui est Notre-Dame du Rosaire, et avec le temps, la dévotion s'est étendue sur tout le mois d'octobre pour célébrer Marie. Institué par le pape Pie V en 1571, le rosaire commémore la victoire chrétienne à Lépante attribuée à l'intercession de Marie. Le père Anissé Nyanvi explique comment vivre pleinement ce mois dédié au rosaire. Comment vivre le mois du rosaire? On vit le mois du rosaire avec le chapelet. C'est à travers la récitation du chapelet. Tous les mystères de la vie du Christ sont contenus dans le rosaire. Nous méditons les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et les mystères lumineux de la vie du Christ à travers le rosaire. Et c'est tous ces mystères que le chrétien est appelé à contempler durant ce mois. Donc c'est un effort qui est demandé de façon spéciale, plus qu'avant, plus que les autres mois, plus que les autres jours. Si durant le mois du rosaire, le chrétien peut s'efforcer de dire, à défaut du rosaire, tout au moins le chapelet entier, ce serait une source d'abondante grâce et d'abondante bénédiction pour lui-même et pour les siens. Donc, on peut réciter le chapelet ou le rosaire personnellement, comme on peut réciter cela en famille, on peut réciter cela en paroisse avec toute la communauté, tout comme on peut participer aux différentes dévotions à Marie durant ce mois-là. Il y a une confusion souvent à ce niveau. Le chapelet, le voici. On récite 10 fois « Je vous salue Marie » et cela 5 fois. C'est-à-dire, on récite « Je vous salue Marie » en énonçant un mystère, un autre « Je vous salue Marie », un autre jusqu'à faire le tour de tout le chapelet entier. Ça fait 50 « Je vous salue Marie », le chapelet. 50 « Je vous salue Marie », sans compter les 3 premiers « Je vous salue Marie » qui sont au début. Voilà. Et le rosaire, c'est 4 fois
le chapelet. En droit de tous les fidèles chrétiens catholiques en ce mois du rosaire, je voudrais simplement dire, accrochez-vous à Marie. Elle est pleine de grâce. Souvenez-vous que le tout premier miracle de la vie publique du Christ, nous avons pu l'obtenir grâce à l'intercession puissante de Marie. C'était aux noces de Cana. Et Marie, Jésus nous l'a donné pour mère. Jean, voici ta mère et voici ton fils. Sur la croix, Jésus confiait ainsi l'humanité entière à Marie. Et c'est pour cela que je veux exhorter tous les chrétiens à redécouvrir le rôle et la puissante intercession de Marie dans leur vie. Il y a Saint Bernard de Clairvaux qui a déclamé un beau texte sur Marie que je voudrais quand même partager avec vous pour finir. Il dit ceci: toi qui es ballotté par les vents de ce monde, tu te sens entraîné au milieu des tempêtes et des orages. Fixe tes yeux sur l'étoile, crie vers Marie. Si tu es ballotté par les vents de l'orgueil, de la déception, de la calomnie, de la jalousie, regarde vers l'étoile, invoque Marie. Et il continue son texte en disant précisément que dans les dangers, les angoisses, dans les incertitudes, il faut nécessairement penser à Marie. Il faut invoquer Marie, car en la suivant, on ne s'égare point. Et en la priant, on ne connaît pas le désespoir. En pensant à elle, on évite de tomber dans l'erreur. Si elle te tient par la main, donc, tu ne tomberas pas. Sous sa protection, tu ne craindras rien. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle t'est favorable, tu atteindras le bon port. Alors, invoque Marie, accroche-toi à elle et fructueux mois du rosaire à tous et à chacun. Dans la page internationale de ce mercredi 1er octobre 2025, au Cameroun, les candidats à la présidentielle reçoivent la première tranche de financement public. En Europe, l'Union européenne renforce sa sécurité face aux drones russes avec l'aide de l'Ukraine, de la Pologne et des États-Unis. En Haïti, l'ONU intensifie ses actions contre les gangs à Port-au-Prince. Et au Japon, une ville près de Nagoya limite le temps d'écran des enfants. Le point avec Moïse Temasoussi. Au Cameroun, les candidats à la présidentielle ont commencé à percevoir la première tranche du financement public, soit 15 millions de francs CFA chacun. Une seconde enveloppe équivalente pourrait leur être versée après le scrutin du 12 octobre à condition d'obtenir au moins 5% des voix. Si l'aide constitue un appui pour l'opposition, elle est jugée insuffisante face à l'ampleur d'une campagne nationale. En Europe, l'Union européenne cherche à renforcer sa sécurité face aux incursions répétées de drones et d'avions russes. À l'occasion du sommet qui s'ouvre à Copenhague ce 1er octobre, l'Ukraine a dépêché une équipe militaire pour partager son expertise en matière de lutte anti-drone. Volodymyr Zelensky affirme que l'expérience de son pays pourrait servir de base à un mur européen contre les drones. La Pologne a également envoyé des militaires à la demande du Danemark, tandis que les États-Unis ont livré du matériel spécialisé. Ces mesures interviennent après plusieurs survols de drones mystérieux ayant entraîné la fermeture temporaire d'aéroports danois, dont celui de la capitale. En Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi 30 septembre une résolution visant à transformer la mission multinationale de soutien à la police conduite par le Kenya en une force anti-gang plus robuste. Objectif: lutter contre les groupes armés qui contrôlent 90% de Port-au-Prince et étendre leur emprise à d'autres départements. Le nouveau dispositif pourrait mobiliser jusqu'à 5,500 hommes policiers et militaires. 12 pays ont voté pour, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenus, jugeant nécessaire de s'attaquer aussi aux causes profondes de la crise. Au Japon, la ville de Tokoyaki, près de Nagoya, applique depuis le 30 septembre une ordonnance limitant le temps d'écran à 2 heures par jour. Les enfants et adolescents sont également invités à ne pas utiliser leurs appareils après 21h et 22h. Une mesure qui divise, certains la jugent irréaliste face à l'ampleur des usages numériques. D'autres y voient une simple incitation sans portée contraignante, puisque aucune sanction n'est prévue.
Un monde traversé par des tensions politiques, des enjeux sécuritaires et des crises sociales où chaque région cherche tant bien que mal à trouver des réponses adaptées. Entre la fragilité démocratique, la menace des conflits, les initiatives internationales et les débats de société. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.